Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, un essai sur les rapports entre la musique d'une part et le silence d'autre part. Il est peut-être toujours éminemment paradoxal d'écrire sur le silence. Les mots sont peut-être toujours totalement inutiles, ce que je crois personnellement. Mais pour dire cette inutilité, ce sont précisément des mots qu'il nous faut. Nous ne pouvons nous empêcher d'être bavards. Oui, pour moi, les mots sont toujours traîtres, les mots sont toujours assassins, les mots ne peuvent que blesser. Mais pour affirmer tout cela, il nous faut encore et toujours des mots. Et c'est peut-être pour cette raison que j'éprouve une réelle souffrance. Être obligé de parler, être obligé de lire à haute voix, comme je le fais aujourd'hui, alors qu'on ne le voudrait pas, surtout pas. Mais que voulez-vous? On ne peut critiquer le langage que par le langage. Tentons une première approche dans cette dialectique, dans cette confrontation de la musique et du silence. Même le 4 minutes 33 de John Cage, morceau durant lequel aucun instrument ne joue. On n'appréhende pas le silence dans les concerts où l'on joue ce morceau et où des micros sont placés dans la salle. On entend naturellement les respirations, les toussotements, les bruits des chaises, les chuchotements qui s'insinuent parfois entre les personnes. Et au terme de cette écoute, on ne peut de toute façon s'empêcher de redevenir bavard. Une autre question se pose aussi, eu égard à ce morceau de John Cage. Ces bruits peuvent-ils rendre compte du silence même de la musique? Peut-être aussi que le silence n'est qu'un fantasme, une idée sans réalité. Pour que le silence existe, il faudrait que celui-ci s'accompagne d'une non-vue, d'une non-odeur, d'un non-touché, etc. Oserais-je dire, en usant d'un jeu de mots, d'un non-sens à proprement parler. Ce serait presque une définition du néant, en tout cas le néant même du son. L'expérience aussi de la chambre anéchoïque, c'est-à-dire la chambre sourde qui absorbe tous les sons qui sont émis, semble le montrer. L'homme finit par ne plus supporter ce silence qui en fait n'en est pas un, puisqu'on y entend encore les bruits de sa valve cardiaque, les flux de ses vaisseaux, de nouveaux sons même dans l'appareil auditif. Il s'agit presque, comme l'écrit Francis Métivier dans son rock'n'roll philo, du grondement d'un inconscient organique qui se révèle. Philosophe et pianiste, Vladimir Yankelevitch écrit « Celui qui ferme les yeux pour faire le noir continue d'entendre. Celui qui se bouche les oreilles pour faire le silence continue de voir. Et s'il sera à la fois sourd et aveugle, il sent encore la chaleur, les odeurs, les impressions synesthésiques. Les impressions synesthésiques, ce sont les sentiments vagues que nous avons de notre propre corps. Il n'y a jamais, poursuit-il, nihilisation radicale. C'est parfois à la lumière du grand jour que le silence est le plus accablant, quand le soleil au zénith règne sur l'assemblée universelle des êtres et les convie à la sieste, quand toutes les choses sont en acte, quand le temps, parvenu à son apogée, semble lui-même hésiter, alors le contraste entre la clairvoyance qui est plénitude et le silence qui est un vide atteint le point extrême de sa tension. Ainsi, pour Yankelevitch, le silence renvoie donc toujours à un paysage, à une saveur, à une odeur, à un toucher, une lumière, fût-elle intérieure. On est aussi en droit peut-être de se poser la question suivante. Le vrai silence, le plus pur des silences, est-il possible en dehors même de la mort? Par ailleurs, on comprend dans cet extrait d'un texte de Vladimir Yankelevitch, comme je vous le disais, extrait donc de La musique et l'ineffable, chapitre 4, La musique et le silence, on comprend donc que la nuit renforce les bruits, c'est vrai, alors que le zénith se tend sans ombre lorsqu'on est précisément à l'équateur, sur cette ligne imaginaire qu'est l'équateur, les vides de leur substance, vide les bruits de leur substance. On n'entend jamais autant les bruits que dans le noir.
alors qu'ils disparaissent quand le soleil vous transperce de part en part. Jankélévitch montre aussi que la musique n'est pas le contraire du silence, mais il la constitue. La musique naît dans et du silence. Elle se comprend par ces silences ou ces micro-silences au sein d'une œuvre. Elle se résout et se replie dans le silence. C'est le silence qui est la condition même de toute musique. La musique, je cite, ne respire que dans l'oxygène du silence. De manière tout à fait paradoxale, on peut encore énoncer que la règle de ce monde, c'est la règle du silence. C'est le bruit qui est une parenthèse accidentelle. Et le bruit, cependant, n'est pas la musique. Le bruit, c'est une résistance au silence. La musique est, par une esthétique du temps qui passe, une manière de se laisser conduire, reconduire vers ce que Blaise Pascal disait et énonçait, le silence éternel des espaces infinis. En ce sens, Victor Hugo avait peut-être aussi raison d'énoncer la musique, c'est du bruit qui pense. En d'autres termes, une sublimation du bruit vulgaire. La musique serait alors, dans ce contexte, le silence des bruits. Et quand les bruits se taisent, se détachent, se dégage alors un chant qui renvoie vraisemblablement à notre propre silence intérieur, à notre propre solitude intérieure, c'est-à-dire à nos propres lumières, et je le pense foncièrement à nos propres obscurités, mais comme inondés de lumière et de clairvoyance sur soi-même. En musique, le silence est toujours préfiguration de quelque chose, il est prophétique, il est visionnaire. Ce silence s'incarne concrètement, je cite à nouveau Jankélévitch, lorsque le chef d'orchestre fait taire la cacophonie des instruments qui s'accordent, faisant taire par là même les bruits du monde, déclenchant ainsi, avec le premier temps de la première mesure, le torrent harmonieux de la symphonie. Ce silence initial est véritablement promesse. Il faut donc du silence pour écouter la musique, c'est-à-dire le mélodieux silence, ce bruit mélodieux, mesuré, enchanté, qu'on appelle précisément la musique. Silence, au ronron des paroles. Silence, au bruit le plus facile et le plus volubile de tous, qui est celui des bavardages. Le bruyant se tient tranquille pour mieux percevoir l'incantation, et j'ajouterai le sacré, la vibration cosmique. C'est fou tous les blancs qu'on peut trouver dans un texte, c'est fou tous les blancs qu'on peut entendre alors qu'une personne vous parle, c'est fou tous les blancs que l'on peut trouver dans une musique. Tous ces interdits, tous ces diantres dans lesquels s'insinue et s'enroule notre être, notre unicité, notre singularité, notre originalité. Philosophe anglais, Francis Bacon énonce « Le silence est le sommeil qui nourrit la sagesse ». Et encore, le silence est la fermentation de la pensée. Puissions-nous alors creuser davantage notre silence intérieur pour nourrir notre réflexion, notre questionnement, c'est-à-dire, en d'autres termes, notre humanité.